Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondazione pour l'organisation donc de cette journée d'études. Je suis effectivement donc Fabien Danesi, le directeur du Fonds régional d'art contemporain. Et si cette journée a lieu, c'est en relation avec une exposition que l'on vous invitera à venir découvrir à la fin de la journée, qui s'appelle A Terra di Ucumunu, qui a lieu donc à la Citadelle, dans nos salles d'exposition du Fonds régional. Alors, bon, les raisons qui m'ont amené, moi, à organiser cette exposition sont somme toute assez simples. C'est une exposition qui faisait partie du programme que j'avais proposé lors de ma candidature, puisque, venant de Paris, j'identifiais le territoire insulaire comme un territoire nécessairement rural, même si effectivement je pense que cette question elle est bien sûr plus complexe que la simple désignation le laisserait penser de prime abord. C'est une exposition d'une certaine manière qui est peut-être la seule exposition que je ne pouvais faire qu'ici. Moi, quand j'avais pensé le projet, je me disais que c'était une exposition que je voulais de Tony Casalonga, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, à Ryan Tricartin, américain qui, à la suite du Covid, s'est installé dans une ferme de l'Oregon. Et je me disais, c'est une exposition que je pourrais faire qu'ici. Et cette rencontre entre Tony Casalonga et Ryan Tricartin pourrait avoir lieu qu'au sein du Fonds régional d'art contemporain de Corse. Alors reste que, pour des raisons strictement économiques, Ryan Tricartin n'a pas pu participer à l'exposition. Mais encore une fois, c'est une manière de dire aussi que cette exposition, pour penser dans les pas de Bruno Latour, elle cherche à lier le local et le global. Et d'ailleurs, ces deux notions, elles correspondent le plus souvent quand même à des vases communicants. Il n'y a pas, à strictement parler des artistes locaux et des artistes internationaux. Je pense que c'est pas en termes de statut que cela se joue, mais c'est plutôt en termes d'échanges géographiques territoriaux. Alors je vais laisser Josepha rebondir sur cette question, et puis moi-même je continuerai la réflexion à partir de ce que tu vas énoncer. Je te remercie. Bonjour à tous et toutes. Je suis pour ma part géographe, plutôt ruraliste. J'ai envie de dire même villagiste plutôt que ruraliste. Donc ce sera peut-être la possibilité aussi d'ouvrir les hostilités parmi les débats qui auront sûrement lieu sur cette thématique d'art et ruralité. Donc le but de cette introduction, en fait, c'était d'éviter d'aller dans le jargon, et c'est d'autant plus complexe, mais en même temps intéressant, de par nos différences disciplinaires et de personnalité, de se prêter à cette introduction en questions-réponses. Donc on avait envie de vous donner quelques éléments de cadrage, puisque pour ma part, moi-même, ne travaillant pas du tout sur l'art, mais ayant été confrontée en fait lors de mes terrains dans des villages, j'en suis revenue en fait à des définitions très fondamentales. Ça m'a fait m'interroger. Donc tout simplement, d'abord, pour vous donner des éléments de cadrage, je me suis demandé quelle était la place particulière de l'art au sein de la culture, puisque on va être confronté aujourd'hui à plusieurs types d'acteurs, une diversité d'acteurs, mais également d'artistes. Donc l'art, c'est l'activité, le produit de cette activité, qui s'adresse plus particulièrement aux sens, aux émotions, aux intuitions, à l'intellect, et qui n'a a priori pas de fonction pratique réellement définie. Il y a différents types d'art.
on va en voir plusieurs aujourd'hui, donc notamment l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, sans oublier donc la littérature de manière plus englobante, le spectacle vivant, le cinéma. Le but de cette journée, c'était vraiment de rester sur la question des arts, sans ouvrir forcément sur les questions de l'artisanat. Il y a différentes catégories d'art, les arts visuels, les arts du spectacle, les arts littéraires. Et donc, la spécificité de l'art vis-à-vis de la culture, c'est que l'art fait partie de la culture plutôt matérielle, même si elle peut être amenée à renvoyer ou à évoquer d'autres types de culture, notamment également immatérielles, sociales, symboliques. Donc, en fait, partant de ces éléments de cadrage, quels sont les enjeux de l'art? Tout d'abord, l'art fait l'objet d'un commerce. On peut dire qu'il a, dans une certaine mesure, une valeur marchande. Et donc, incidemment, il va être un vecteur potentiel de développement territorial. En deuxième lieu, création et diffusion artistique, puisque ce sont les grands points saillants de l'organisation de cette journée, peuvent s'inscrire sous l'égide d'une politique culturelle sous-tendue par un projet politique et donc s'inscrivant dans un contexte spécifique. Et ce contexte spécifique va également être dans une certaine mesure conditionnant pour la création artistique, constituant elle-même un fait culturel d'expression. Alors il faut dire d'où l'on parle et lorsqu'on pense voilà, l'art contemporain, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que l'art contemporain prolonge une histoire qui est celle de l'art moderne. Et concernant la relation entre art et culture, pour penser justement voilà, pour penser cette relation, je vais évoquer une phrase voilà, que l'on doit à Jean-Luc Godard, qui pour moi est emblématique du credo moderne. Godard qui expliquait que la culture c'est la règle, quand l'art c'est l'exception. Donc de cette manière, on a tout de suite à l'esprit l'idée ou le principe que l'art c'est avant tout l'expression d'une singularité. C'est-à-dire que la création artistique est l'objet finalement d'une expression subjective. Émile Zola aurait dit une expression idiosyncrasique, c'est-à-dire une expression qui est pleinement personnelle et qui, en tout cas dans le schéma ou selon le schéma moderne, était en avance par rapport justement à la culture qui était déterminée par la tradition. C'est-à-dire que l'art moderne, vous le savez, a fait en de nombreuses reprises et en de nombreuses occasions rupture. C'est-à-dire que l'art était en quelque sorte en avance sur son temps, et c'était le long de l'histoire que cet art moderne finalement devenait culture. Ce qui veut dire que la culture finalement c'est d'une certaine manière ce moment où l'art est légitimé. Donc la culture c'est aussi une force en quelque sorte de légitimation. Alors bien sûr, si je reprends ce schéma moderne, c'est pas aujourd'hui pour comment dire le répéter, puisque au moins depuis la fin du XXe siècle, bon, il est clair que ce schéma-là, il a connu aussi une forme de déconstruction. Il a été mis à distance, il a été critiqué. Ne serait-ce que à partir d'une logique, on va dire, temporelle, puisque le schéma là que je viens de vous évoquer, ça suppose notamment une conception linéaire du temps, et ça suppose donc de croire un minimum en ce que l'on appelait le progrès. Or, on peut très bien se dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes plus là, et que le contemporain n'est pas l'expression exacte, voilà, des formes les plus avancées, puisque les formes les plus avancées, encore une fois, ça supposerait comme ça un schéma linéaire. Toujours est-il que voilà, l'art contemporain, l'art d'aujourd'hui, l'art que l'on montre par exemple dans l'établissement qu'est le FRAC, c'est quand même un art qui est dépositaire de cette histoire, qui est un art d'expérimentation. Et aujourd'hui, justement, on va voir comment la ruralité,
comment justement la création d'aujourd'hui est peut-être sortie de ce schéma pour aller investir effectivement d'autres espaces, en sachant que on pourrait aussi noter que l'art moderne a quand même souvent été intimement lié au monde urbain. C'est-à-dire que voilà, à partir de la révolution industrielle, il y a eu un effet de concentration urbaine. Davia parlait tout à l'heure de la ruralité associée à un processus de désertification. Et il est clair que, selon moi, aujourd'hui, on est d'une certaine manière au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on est encore dépositaire de cette histoire, sauf qu'on sent déjà les prémices d'une nouvelle manière de penser, encore une fois, cette articulation entre création et territoire, art et ruralité. Oui, comme tu le disais, donc en fait, pour mettre les pieds dans le plat, entrer vraiment dans le vif du sujet, en quoi c'est intéressant de mettre en lien les questions d'art et de ruralité. Ça a été évoqué en introduction, principalement parce que lorsqu'on parle de ruralité vis-à-vis de la culture, en fait, on se rend compte de plus en plus que la ruralité est associée à un désert culturel. Comme tu l'as dit, les grandes institutions se sont concentrées dans les villes, tandis qu'au milieu rural, on va certes trouver quelques structures labellisées, mais qui bénéficient forcément de moins de moyens, moins de subventions, moins de reconnaissance aussi octroyée par l'État. On a également des espaces qui sont marqués souvent par une absence de haut lieu de la création ou de diffusion de la culture, mais également de la possibilité de monter des réseaux, de moyens d'ingénierie culturelle. Et pour autant, en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même un foisonnement d'initiatives, alors des initiatives qui sont souvent d'ordre privé, minoritaire, portées à bout de bras et d'énergie par très peu de personnes qui ont vocation à répondre à un besoin local. Et donc même dans le cas de ces circonstances-là, de ces configurations-là, c'est difficile en fait pour les structures établies d'aller chercher des subventions, des budgets au sein des collectivités et de s'extraire en fait des lignes budgétaires qui seraient uniquement limitées à la culture ou au développement local. Donc on peut dire que la culture et plus particulièrement l'art constitue également un élément, une variable de fracture encore entre l'urbain et le rural. Donc en termes d'offres culturelles, pour vous donner quelques bribes d'éléments, qu'est-ce qu'on peut trouver au sein des villages? Donc, jusqu'à l'heure actuelle, il y a une forte valorisation du patrimoine bâti, qui constitue une ressource majeure en fait des territoires ruraux. On pense notamment aux bâtiments, aux monuments historiques qui tombent la plupart du temps sous le joug des architectes de France et qui constituent par ailleurs un attrait touristique. Ces espaces-là vont devenir le support de festivals, d'activités culturelles, mais également d'entreprises associatives. Et à la fin des années 60, en fait, il y a le développement également des parcs régionaux, des écomusées, avec un retour à cette volonté de valoriser les cultures locales en essayant d'aller au-delà du seul patrimoine bâti, mais en allant aussi vers une folklorisation et des tentatives d'initiatives de création avec les centres culturels de rencontre. On en a plusieurs qui sont représentés aujourd'hui, des cafés culturels, des lieux tiers, notamment avec des perspectives agricoles, nourricières, éducatives. Mais également le rural est mallié par une offre culturelle par la forme d'un accès sous forme d'itinérance la plupart du temps pour essayer justement de pallier à un manque de ressources tout au long de l'année locale. Donc mettre en lien l'art et la ruralité, en fait, pour la géographe que je suis, pour moi, en fait, c'est essayer d'arriver à sonder l'hypothèse de l'effet de lieu, c'est-à-dire comment, dans les espaces ruraux, dans les villages, en fait, on va avoir un effet positif ou négatif qui va dépendre de variables véritablement géographiques.
Et notamment, pour vous donner quelques éléments concrets, si on regarde du côté des artistes, par exemple, certains vont pouvoir venir s'installer en milieu rural, tout simplement pour des questions d'accessibilité immobilière, tout en continuant à diffuser en ville, mais peut-être également être dans la recherche de modes de diffusion alternatifs dans la campagne. Dans les campagnes, et bien entendu, dans ces espaces-là, la réception et le public seront différents. Mais ce sont également les moyens de diffusion et de réception donc, qui sont impactés par cet effet de lieu, tout simplement par le manque d'équipement, l'extériorité spatiale aussi. Par exemple, les arts de la rue en milieu rural vont être nécessairement différents dans l'espace rural, puisque l'espace public rural fait problème en lui-même par rapport au milieu urbain. Donc l'enjeu en fait dans les territoires ruraux, ça va être d'arriver à valoriser les ressources disponibles, comme par exemple donner une nouvelle vocation spécifique à des lieux patrimoniaux, mais également exploiter l'espace ouvert, exploiter d'autres espaces comme les salles de fête communes, les maisons de la jeunesse, les cafés, les bistrots villageois, où forcément, nécessairement, les sociabilités et les convivialités vont être différentes de ce qu'on peut trouver en milieu urbain. Donc incidemment, la réception de l'art et de la culture va l'être aussi. Et j'avais envie de faire un écart par rapport à la thématique de cette journée, ou peut-être d'ouvrir un élément de problématisation qu'on s'est posé en échangeant ensemble, en préparant cette introduction. C'est ce poids en fait de l'idéologie développementaliste dans les discours, où on n'arrive pas à sortir de ce biais de lecture de rendre nécessairement attractifs les espaces ruraux. Puisqu'on le voit, hein, finalement, d'autres domaines, mais l'art et la culture sont pensés comme devant être garants d'un développement ou d'un rattrapage de retard en matière de développement ou de correction d'inégalités de développement, de dynamisation, d'innovation dans les espaces ruraux, chose finalement qu'on ne voit pas du tout dans les discours concernant les milieux urbains. Pour vous donner un exemple très récent, hein, vous avez peut-être dû entendre parler le printemps de la ruralité en France 2024, où on est vraiment dans cette optique-là de rendre attractifs les espaces ruraux. Oui, en effet, la notion de développement, finalement, on peut l'interroger. Elle est tout aussi problématique. Ne serait-ce que faire cette phrase, dire que la ruralité serait en retard. Ben, encore une fois, ça nous place dans une logique qui est celle que j'ai énoncée précédemment, à savoir, voilà, d'une logique linéaire qui voudrait que la ruralité courrait toujours après un modèle qui, lui, serait en avance, et ce serait le milieu urbain. Mais en fait, il y a peut-être ici à plutôt appuyer sur les spécificités du monde rural qui seraient à voir comme des forces et non pas exclusivement des fragilités. Vous savez que Bastia a candidaté pour être capitale européenne de la culture et vous savez que dans ce contexte-là, c'était bien sûr pas Bastia seulement la ville qui était engagée, mais c'était l'ensemble du territoire insulaire, l'ensemble de l'île. Et lorsque l'on brainstormait notamment avec Vanina Bernard-Léon pour un titre qui porterait un peu nos convictions et l'engagement de cette candidature, elle a sorti cette phrase. Alors elle est certes en anglais parce que voilà, elle est originalement en anglais, mais elle dit quelque chose, je pense, qui dit notre capacité à s'approprier justement les spécificités d'un territoire. Elle disait « small is beautiful », c'est-à-dire qu'il fallait faire entendre cette idée que finalement, ce que l'on a appelé l'isolement, la désertification, en fait, toutes ces notions négatives, voilà, à l'égard du monde rural, eh ben, ce sont des notions, effectivement, qu'on peut renverser. Et pourquoi on peut les renverser? C'est pas juste une gymnastique de la pensée ou une sorte d'arbitraire théorique. C'est tout simplement parce que cette question du développement, elle est arrimée à notamment une logique avant tout économique, une logique économique que l'on va bien devoir à un moment remettre en cause si on regarde ce que l'on appelle notamment l'anthropocène et la question de la crise climatique, dans laquelle nous commençons à devoir penser et réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a ici une évidence
qui est que le modèle qui nous a été présenté, modèle urbain, industriel, voilà, de développement, c'est un modèle de toute façon qu'il va falloir à un moment ou à un autre parvenir à délaisser au profit justement de chemins alternatifs, de nouvelles perspectives. Et si on pense en ces termes, eh bien à ce moment-là, on peut dire que la ruralité, elle a justement beaucoup de choses à apporter parce qu'elle peut peut-être justement définir de nouvelles perspectives et de nouvelles orientations. On voit ici, par exemple, comment, effectivement, il y a un grand nombre sur le territoire insulaire d'initiatives privées, publiques, portées par la collectivité ou associatives qui, justement, ont déjà créé, par exemple, dans le domaine artistique, dans le domaine de la création, un maillage tout à fait intéressant. Il y a effectivement ici des acteurs issus donc des fabriques, des laboratoires, qui montrent en fait que, eh bien, on peut investir un territoire et proposer de nouvelles manières justement de penser la création et la culture eh bien, au sein justement des spécificités locales d'un espace. Donc, si on se place du côté des espaces ruraux et qu'on met en vis-à-vis la culture et les arts, donc trois éléments peut-être de problématisation transversaux. Donc, les espaces ruraux présentent des contraintes qu'on peut identifier et qu'on retrouve dans la plupart des espaces dits ruraux par-delà leur diversité. Donc, il y a la question de l'accessibilité, la proximité, la saisonnalité. Donc, incidemment, la question de la fréquentation qui est très importante. Des problématiques de peuplement, mais également de moyens, et donc cette fameuse idée de l'attractivité. Mais les espaces ruraux présentent aussi des aménités. La plupart du temps, ils peuvent être plurifonctionnels ou monofonctionnels. Et bien entendu, l'idée, c'est d'arriver à tirer avantage de l'une ou de l'autre des situations. Donc ces contraintes et ces aménités, elles sont à la fois singulières et communes et potentiellement différentes, bien entendu, des espaces urbains, même si, comme Fabien l'a dit, tout l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à penser la ruralité au-delà d'une seule posture. En fait, on va être en creux systématiquement de l'urbain. C'est un cadre de pensée qui est très complexe, dont il est très complexe de s'extraire, de la même manière que celui du développement. Et donc, par rapport à ces contraintes et à ces aménités, les problématiques subsidiaires par rapport aux questions d'art, ça va être leur politique de développement, leur voie de valorisation, quelles ressources mobiliser. Les espaces ruraux sont également transformés et en transformation, ça a été dit en introduction, d'où les problématiques subsidiaires d'un renouveau du terreau culturel local qui va être potentiellement ressourçable, réappropriable notamment par l'art. Donc là, on va être soit dans une singularisation du local, soit dans pas forcément, j'allais dire, exploiter tout simplement la banalité de l'espace. On va soit jouer sur l'exception culturelle associée au rural au risque d'une mise sous cloche, d'une réinvention, mais parfois aussi d'un fixisme identitaire dont on va avoir énormément de mal à s'extraire. Et pour finir, les espaces ruraux sont diversifiés, d'où les problématiques subsidiaires de l'importation et du développement de pratiques artistiques et de leur bagage culturel associé, qui peuvent parfois détonner avec la culture locale en place, mais en même temps concourir à la transformation de ces espaces, permettant in fine en fait, de redéfinir les contours de ce qu'on peut penser ou s'imaginer être comme encore relevant de la ruralité, même si celle-ci est réinventée, fantasmée. Oui, la ruralité, c'est nécessairement une notion complexe et contradictoire, et je pense que voilà, on va essayer d'y toucher aujourd'hui. En préambule, je vous ai expliqué que venant de Paris, quand je suis venu m'installer en Corse, d'évidence pour moi, tout le territoire apparaissait comme rural, et j'aimais même par provocation dire que pour moi, Bastia et Ajaccio n'étaient même pas des villes. Voilà, contrairement par exemple à Thierry de Perret, qui considérait que effectivement Ajaccio, c'était véritablement
véritablement une ville ou une capitale. Et en fait, après 2 ans et demi ici, j'affinerai d'une certaine manière ma définition. Puisqu'il me semble que, on a parlé un peu déjà de la saisonnalité, que justement notre territoire, il a cette spécificité d'être urbain l'été, en gros de Pâques à la Toussaint, et d'être rural l'hiver, c'est-à-dire de novembre à mars. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ce territoire, effectivement, il se contracte durant voilà, l'automne et l'hiver. Et donc ça... Pourquoi je vous l'énonce ainsi? Parce que effectivement, quand on est géographe et voilà, quand on pense en termes territoriaux, topographiques, on pense, je veux dire, à l'instant T. Bien sûr, on peut intégrer l'histoire, mais on ne pense pas la temporalité en quelque sorte. On ne pense pas justement l'idée qu'un territoire, peut-être qu'il a en fait différentes caractéristiques selon le moment auquel on l'observe. Et donc effectivement, voilà, moi il me semble que on est avec la Corse au cœur d'une contradiction. Alors c'est vrai qu'il est facile de dire que voilà, il y a les villes de bord de mer et puis effectivement les villages de montagne. Ça, cette opposition, on la connaît. Je ne dis pas qu'elle n'est pas structurante, hein, je ne dis pas qu'elle n'a pas un fond de vérité, hein, mais il me semble que effectivement, pour complexifier peut-être un peu la question, il faut aussi penser finalement en termes temporels et considérer, voilà, peut-être que cette ruralité dont on va parler aujourd'hui, elle s'exprime, voilà, de manière plus marquante, voilà, encore une fois, durant la période hivernale, et elle s'efface progressivement, à l'été. Voilà, donc ça c'est pour un rebond par la suite. Un grand merci à vous deux.